le pape était là, cela fait exactement 10 ans que cette forme de crise a commencé. On est en 2026 et depuis 2016, avec le bilan qu'on imagine pratiquement, selon les documents, 6 000 à 10 000 morts, plus de 700 000 déplacés, plus de 80 000 réfugiés. 10 ans plus tard, le pape vient, ça ne s'arrête pas. On a entendu le patriarche François Bikoro dire que c'est une affaire. Ce n'est pas les autres qui viendront régler notre problème. Le professeur ajoute encore un élément de complexification, de sortie de crise qui devrait passer par des rites et autres. Ça veut dire que 10 ans plus tard, on est encore en train de chercher quelle est l'issue utilisée. Vous savez, je venais de le dire. Le pape, en tant que chef religieux, a réaffirmé des principes qui sont même universels. Tout à fait. Qui ne sont pas spécifiquement catholiques. C'est ce qui explique que lorsqu'il arrive, les croyants de toutes les obédiences sont attentifs à sa visite, à son message. D'accord? Mais le problème, c'est que le pape, je ne connais pas un seul conflit au monde que le pape a traité. Parce que le pape n'est pas le gouvernant de chez vous. Il vient, il donne des conseils généraux à des gens qui ont deux dimensions. Des gens ont la dimension politique, mais ils ont la dimension spirituelle. Le problème, c'est que les dirigeants n'associent pas les deux dimensions qui sont intrinsèques en eux. Ils ne laissent pas que les deux dimensions aillent ensemble à tout moment. La dimension religieuse et spirituelle devient quelque chose de secondaire. On peut parfaitement vivre, être un dirigeant et n'avoir que la dimension politique. Encore que même la dimension politique évoque l'ordre moral. C'est pour ça que je veux leur lire ce verset. Jacques parlant aux chrétiens, dans Jacques chapitre 1, verset 22, il a dit, devenez des pratiquants de la parole et pas seulement des auditeurs. Parce que ceux qui étaient dans les messes du pape, il semble qu'ils ne sont que des auditeurs de 40 quelques heures que le pape est là. Tout le monde semble découvrir. Le pape n'a rien dit de nouveau. Il dit ce que ses collaborateurs, les archevêques, les abbés, les prêtres disent tous les jours, les pasteurs et tous les évangélistes de tout ordre. Mais est-ce que les gens écoutent? Si les gens écoutaient, c'est que les dysfonctionnements administratifs qui sont liés à la corruption baisseraient. Mais ils n'écoutent pas seulement le pape. Ils n'écoutent même pas le chef de l'État lui-même. Devenez des pratiquants de la parole et pas seulement des auditeurs. Vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un pratiquant, celui-là est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous savez que dès que vous quittez le miroir, vous oubliez, vous ne voyez plus, vous savez plus ce que vous êtes. Explique-moi un peu Jean-Jacques. Des gens sont à l'église tous les dimanches. Ils sont même des anciens de l'église. Je prends le cas d'Ondondon. C'était un grand contributeur, non? Absolument. Mais c'était un grand corrompu. Bah, j'en sais rien. C'est pour ça qu'il est allé en prison. J'en sais rien. D'accord. N'est-ce pas? Je prends un autre cas. Tu es chef d'une unité, d'une institution de la République qui est la base. La Constitution pose le principe que les collectivités territoriales sont la base du développement local. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que ça veut dire? Comment tu fais pour être maire pendant 15 ans? Tu retiens les cotisations sociales des employés. Et les cotisations là n'arrivent pas. Ceux-là ne sont que des auditeurs. Mais ils ne sont pas simplement des auditeurs. Ils sont que des auditeurs. Ils sont des terribles dangereux. D'accord. Tu sais pourquoi? Rapidement fait. Parce que leur comportement vise
à replonger les gens dans ce que nous on cherche à les sortir. D'accord. Comment tu fais pour être un maire? Merci Abel. Tu prélèves de l'argent, tu ne reverses pas ça à la CNPS. D'accord. Et quand tes employés qui n'ont pas de pension de retraite décèdent, tu t'en vas faire des oraisons finales, tu portes un grand chapeau, tu viens parler, Merci Abel. satisfait. Cela, d'accord. Alors, on est 10 ans depuis le déclenchement de cette forme de crise. 10 ans plus tard, le pape vient, on n'a pas de solution. Le professeur semble indiquer qu'il faut plus que les résolutions du grand dialogue national. Vous savez, pendant 10 ans, nous avons passé le temps à attirer l'attention du président, à solliciter qu'il alla, n'est-ce pas, au nouveau. Malheureusement, son silence et le fait qu'il ne soit pas allé nous a remis, n'est-ce pas, à son mode de gouvernance qui parfois l'autisme. Ça aurait été un élément déterminant que le président Biya aille physiquement dans le nord-ouest sud-ouest. Je pensais très sincèrement que le président de la République, Paul Biya, il aurait dû y aller, n'est-ce pas? Peut-être que, sans faire dans la prophétie, on aurait dû voir la tournure que cette crise aurait prise. Est-ce qu'il y aurait eu un... Mais sauf que le président n'est pas parti, il y a eu un enlisement de la crise pendant 10 ans. Et quand le pape est arrivé, parce que la visite du président, la descente, pouvait être un effet déclencheur pour mesurer, n'est-ce pas, des problèmes et de la soif de dialogue. Quand le pape est venu, vous savez, Jean-Jacques Zay, j'étais l'un de... Moi, musulman, j'étais l'un de ceux qui posaient la question de savoir qu'est-ce qu'il vient faire. Et quand je l'ai vu tenir, je l'ai entendu tenir le langage et la vérité au palais de Toudi, devant tous les collaborateurs du président de la République, où il a convoqué, n'est-ce pas, l'humanisme, où il a convoqué n'est-ce pas, la fin des misères humaines, où il a convoqué la nécessité du bien-être et du vivre ensemble, n'est-ce pas, et du mieux-être des Camerounais. J'ai dit, mais tiens. Et quand il est descendu à Bamenda, j'ai regardé l'effervescence, j'ai regardé la mobilisation, j'ai écouté, ou nous avons écouté les gens parler sans filtre. Ça laissait entendre que le pape, tout au moins, a fait le voyage qu'on attendait du président Biya. C'est pour ça que j'étais bluffé à savoir que avec le pape, on va tout au moins, n'est-ce pas, observer. Et c'est pour ça que j'ai parlé du service après-vente. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que cette affaire n'est plus seulement une affaire de revendication ou une mince affaire des gens qui sont mécontents. Et c'est en cela que je suis d'accord, je m'aligne derrière ce que le professeur Mathias Sirigo dit, qu'il y a quelque part, n'est-ce pas, la course vers l'étudie. Mais d'accord, la course vers l'étudie. Mais est-ce que pour y parvenir, il faut exterminer toutes les populations du Nozo? Si vous exterminez toutes les populations du Nozo pour arriver à l'étudie, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous n'allez rien faire, vous allez gouverner. Vous allez exterminer le reste des populations. Parce qu'en fait, la crise du Nozo, au regard de ce que les fruits qu'on attendait la visite du pape n'ont pas été bons, laisse croire aujourd'hui que cette crise du Nozo, c'est un orgueil, n'est-ce pas, des tyrans, des terroristes, des entrepreneurs de la guerre et même des hors-la-loi. Donc ce n'est plus une mince affaire. Et parce que on a là la force qui prime le droit. Et cette force est entretenue par des gens qui profitent de l'innocence, de l'impuissance des populations qui ont brandi les arbres de la paix, qui ont chanté pendant que le pape était là. Et on croyait, on espérait que ces refrains, ces chants des populations
était une façon de supplier, d'implorer pour le retour à la paix. Mais sauf qu'en face, il y a des gens qui se préparent, n'est-ce pas, à ne jamais entendre parler de la paix. Et du coup, ça, je ne sais pas, on ne sait pas. Parce que le petit profit, vous avez parlé des entrepreneurs de la guerre. Oui, c'est pour ça que l'autre jour, je voulais chuter pour dire que est-ce que le pouvoir gouvernant, qui a vu à travers le pape la mobilisation des populations, qui a des souffrances, des populations qui souffrent, des gens en réalité qui sont innocents et impuissants, est-ce qu'il n'est pas temps pour le pouvoir gouvernant, tout au moins, n'est-ce pas, de mettre les gens à la carreau, de définitivement en finir avec, n'est-ce pas, ces gens qui c'est quoi le désordre. la logique armée, c'est ça? Mais pourquoi pas? Attends, je ne sais pas, je ne suis pas payé, je ne suis pas un conseiller technique du ministre de la Défense ou bien du pôle BIA, mais je pense que face, n'est-ce pas, à l'impuissance, face au nombre grandissant des victimes, on a le choix. Soit on laisse aller vers l'extermination. Aristide nous a rappelé la logique du président, la logique des tout dit, qu'on ne prendra pas les armes contre d'autres Camerounais. On a mis en place des institutions qui permettent de déposer les armes et de sortir, d'être repris en même temps. Il faut avoir peur de l'enlisement. On a tous peur de l'enlisement, mais on n'encouragera pas la prise des armes de ce côté, sinon on ne serait pas en phase avec la vision même du président et le souhait des Camerounais que le sang arrête de couler. S'il vous plaît, nous sommes d'accord qu'il y a des populations qui souffrent, qui sont victimes des exactions. Il y a des populations qui sont impuissantes à affronter les entrepreneurs de la guerre, n'est-ce pas, et hors la loi. Alors, de deux choses l'une. Soit on continue à faire dans ce cas, Aristide dit, un président qui ne veut pas que... Ou alors, on fait comme on intervient, hein? On anéantit les hors-la-loi. D'accord. On réagir sur cette question-là. D'accord, sur cet aspect. Et on sauve. Aujourd'hui, il faut un soldat pour sauver. Il faut quelqu'un pour sauver les soldats nord-ouest et sud-ouest. Voilà. D'accord. François Bikourou, rapidement réagir sur cette approche-là. D'abord, il faut remettre l'église au centre du village. Sous le dit que ça s'enlise depuis 10 ans. Vous ferez un tort à ce qui s'est passé à son temps des années 70 dans un village voisin de là où il y a le Nozo. Vous savez qu'il y a eu quelque chose là-bas concernant toutes les terres. Tombé. Voilà. Vous allez vous souvenir que le monsieur s'appelait Nzo et Kangaki. Tu peux t'en souvenir, non? Il a été remplacé par ancien secrétaire général. Il a été chassé, il faut bien préciser, sur l'affaire des frontières. Vous le savez, non? On l'a remplacé par William Aurélien Ekiamouan. Ça s'est passé la nuit. Il y a une entreprise pétrolifère d'une région quelque part en France qu'on a déportée la nuit pour l'amener quelque part dans un village voisin du nord-ouest sud-ouest. Professeur, c'est de la responsabilité de vous. C'est pour ça que j'ai félicité les professeurs de l'université qui ont fait le travail que mais on fait ici chaque jour. Et il faut dire la vérité aux gens. Le Nozo n'est pas né en 2016. C'est là le problème que nous avons. Comme les gens disent que le Cameroun est né en 61. Pourquoi on a peur de se dire les vérités telles qu'elles sont? L'histoire de là où le Biafra là, ce n'est pas lié. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a posé les mêmes actes dans le pays qu'on appelle Nigeria. Quand vous allez donc dire qu'il faut passer à la vitesse supérieure, quelle est la différence que vous faites entre le Biafra qui vit au Cameroun quand il a fui le Nigeria, avec la guerre Gowon, tout ça là, qui a habité chez nous au Cameroun, tu vas faire comment pour voir la différence? Tu dis au soldat, tire. Il va tirer sur qui? Le délai de faciès a un problème là-bas. C'est pour cela que je reviens en disant les populations doivent être éduquées dans le sens de renseigner le type qui tire que dans frère gauche, c'est Cameroun, droite, c'est plus Cameroun. Il faut une collaboration quand on doit déjà passer à ce type de vitesse supérieure. Il est difficile dans ces zones-là, que ce soit dans le Grand Nord,
Vous avez vu pendant longtemps avec Boko Haram, ça ne marchait pas. On a réussi à amener les populations à renseigner même avec le coup d'œil. Le soldat que non, l'autre là c'est le cousin. Qui est Boko Haram, mais ne fait pas que je sache que nous soyons au courant. Pour travailler dans le sens, comme sur l'a dit tout à l'heure, c'est les populations à la fin qui vivent mal. Ne venez pas leur expliquer autre chose. Dites-leur comme le professeur a dit tout à l'heure qu'à la fin, c'est vous qui continuez à souffrir. Comme les gens qui vendent les maisons pour aller en Europe chercher l'argent à renvoyer au Cameroun pour qu'on construise une nouvelle maison. Ah, ça fait là-bas. Là-bas, il n'y a pas l'argent. La maison va. Et on revient au Cameroun, on dit il a fui parce que Biya gouverne mal. Je vous ai dit, la parole, elle est d'or quand nous parlons à des gens qui vivent ce type de situation aujourd'hui. Dites-leur la vérité. Le bon Dieu va nous aider à nous comprendre. Asseyons-nous chaque soir. Ne cachons pas nos Boko Haram, ne cachons pas les étrangers qui viennent. Parce que quand tu vois comment on a cisaillé la jeune dame là, un Camerounais ne peut pas cisailler un Camerounais comme ça. Ça doit être quelqu'un qui n'était pas du village. Et pour les voies de sortie, Aristide Mandaï, professeur, beaucoup de Camerounais pensent que au-delà de la succession, la nomination d'un vice-président, un remaniement pourrait changer quelque chose, pourrait être un élément de plus pour la résolution de cette crise. Aristide. D'accord, je suis globalement heureux quand même, parce que il y a 7-8 ans, au moment où nous appelions l'attention des uns et des autres, que nous avons davantage affaire à des terroristes qu'à des revendications classiques. J'avais le sentiment que nous faisions de l'hyperbole ou que nous ne mesurions pas très bien la situation. Le temps nous donne raison. Vous comprendrez que faire reculer le terrorisme n'est pas aisé, même au niveau des plus grandes armées du monde. Les États-Unis, en Europe, tout le monde est confronté à ce phénomène. C'est là la difficulté de cette crise, c'est que du point de vue des revendications politiques, le président Biya est demeuré constant. C'est pour ça que je l'ai dit. Pour que vous compreniez quel est le sens de sa démarche, sa cohérence. Il y a tapis dans l'ombre. Peut-être des gens dans l'arrière-bout qui apprécient l'industrie du crime. Mais voyez-vous, quand vous avez affaire à des gens qui refusent d'arriver à la lumière, qui ne veulent pas participer à la discussion, et qu'on juge que le gouvernement est inerte, je voudrais que tout le monde entier soit conscient de la difficulté qui peut être celle d'un gouvernement, et surtout le souci que le président a pour sauvegarder la vie de ses compatriotes. On aussi est dans un dilemme, dans une situation extrêmement complexe. Mais après cela, je comprends que vous demandiez, avec raison, que nous prenions nos responsabilités. Voilà pourquoi nous rendons hommage à nos FDS qui, tous les jours, perdent leur vie de façon inutile et gratuite. Parce que je vous dis, et j'insiste sur le fait que vous devez comprendre que chaque minute qui passe, ils sont attaqués, ils sont confrontés à des difficultés que vous ne pouvez même pas imaginer quand vous avez affaire à la symétrie. Mais la posture du gouvernement, je dois la repréciser en tant que portant le mandat du RDPC, est constante. C'est de prioriser la résolution de ce conflit, de la crise, au travers du dialogue. Et que nous ayons toujours des interlocuteurs qui peuvent se soumettre à l'exercice républicain. Nous n'allons pas nous lasser de dialoguer parce que de toutes les façons, la mission d'un gouvernant, c'est de rassembler, lorsque cela est possible, son peuple autour d'un idéal, qui est l'idéal de justice, qui est un idéal de paix. Là, le président, et vous l'avez dit, se pose en mendiant la paix, ce n'est pas un slogan creux. C'est parce que la paix n'a pas de prix. Tout ce que nous pouvons initier et voir à l'échec, les efforts sont annihilés si nous ne sommes pas un peuple stable. Le président Biya, l'ayant compris, pense qu'il faut continuer de donner une chance à la paix. Et il y a une batterie, une pléthore d'institutions qui ont été mises sur pied pour permettre, donc je lance donc un violent appel à nos frères, parce que, hélas, il faut se répéter. C'est la répétition dans la pédagogie. D'accord. Je conclue. Si tu permets, vraiment. Pour que je revienne conclure, Oui. je t'offre donc 10 secondes. Je t'offre. Je veux savoir, Oui. il faut combien encore de gens qu'on doit tuer pour Mais que qui tue la clémence du chef de l'État sorte, n'est-ce pas, de son confinement. Première petite question. Oui.
personne ne s'amuse contre l'autorité de l'État. Et il est devoir, parmi les missions du président Biya, lorsqu'il prête serment, il doit protéger la population. C'est entendu. Dans tout le coin du Cameroun. C'est entendu. Si nous avons commencé par la compris. Déjà là, vous ne répondez plus. Tu peux pas répondre à ça. C'est Aristide qui répond maintenant. D'accord, on a repris. En 2021, au cours d'un discours qu'il a adressé à la nation, il a dit, je cite, « Si l'appel que j'ai lancé en direction des terroristes n'est pas entendu, je donnerai instruction aux forces de défense de les neutraliser. » Maintenant, quand Ouran Guinée dit que nous étions confrontés à une difficulté, vous savez qu'on était très mal perçu à l'extérieur. Il faut qu'on soit honnête. Beaucoup avaient le sentiment qu'on a affaire à un dirigeant qui massacre son peuple. Non, c'était pas un jeu. Il est bon que vous le sachiez qu'on était très mal perçus. Au jour d'aujourd'hui, encore une fois, je le dis, pour les saluer et les remercier, les États-Unis, la Norvège sont en train de juger cette théorie. Vous voyez qu'il y a un repositionnement stratégique de cette puissance qui croit en nous et qui voit que le président de la République est demeuré constant dans la logique de paix qui le caractérise si bien. Merci. Professeur, sur ce point, parce qu'on va entamer le prochain thème, on parle beaucoup de succession qui pourrait avoir un impact, de remaniement qui pourrait avoir un impact positif, ou alors la nomination d'un vice-président qui pourrait être une approche également, une réponse face à cette crise. Non, ça ne sera pas une réponse. Ça ne sera pas une réponse. Ceux qui croient que parce qu'ils font le chantage armé, ça marche pas, pour obtenir que le vice-président soit un de nos compatriotes anglophones se trompent. Paul Biya ne peut pas fonctionner dans cette logique. Il n'y aura pas un vice-président anglophone parce qu'il y a la violence au nord-ouest et au sud-ouest. Il y aura éventuellement un vice-président anglophone parce qu'il aura la confiance du président de la République, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'ils vont faire la violence qu'ils vont obtenir le vice-président. Si c'est ça là, il faut seulement laisser. Bien. La logique en réalité, c'est qu'il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Ce conflit profite à des minorités diverses. Il y a d'abord des gens qui étaient la base de la société dans le Nozo, qui ont profité de cette crise dramatique pour s'enrichir. Ce sont les petits chefs de guerre qui se sont formés ici ou là. Il y a à l'étranger des activistes qui ont profité également de la situation pour s'enrichir et pour alimenter le conflit parce qu'ils s'enrichissent. Et les traces de cet enrichissement sont présentes là parce que paradoxalement, il y a des signes de cet enrichissement dans le Nozo, mais qui profitent à des petits groupes pendant que la grande majorité souffre du conflit. Bien entendu, quand vous créez ces conditions, vous pouvez donc créer une économie de guerre qui va même profiter à ceux qui vous combattent. Et c'est ça que les gens doivent arrêter. Maintenant, du côté du gouvernement, ce qu'il faut faire, c'est prendre au sérieux la logique du statut spécial. Parce que qu'on soit d'accord ou pas avec ceux qui ont lancé cette violence, c'est qu'il y a à travers ça, de différentes manières, une demande d'autonomie qui doit être prise en compte. Mais le conflit qu'il y a, c'est dans la forme d'autonomie que les gens veulent. Il y a qui veulent pas seulement l'autonomie, ils veulent carrément l'indépendance. Or, ils ne peuvent pas l'obtenir du président Paul Biya, puisque sa charge comme président de la République est notamment d'assurer l'unité et l'intégrité du Cameroun. Un président du Cameroun n'est pas là pour accepter qu'on crée à partir du territoire du Cameroun un autre État. S'il le fait, c'est haute trahison. Donc un président du Cameroun ne peut pas accepter la division du Cameroun. Aucun président. Je dis un président, on parle de mon pays, aucun président dans le monde, nous sommes d'accord. Maintenant, les gens ont des visions différentes sur l'autonomie. Certains pensent qu'on peut l'assurer par un État unitaire décentralisé. D'autres pensent qu'on peut l'assurer par un fédéralisme à deux. Le problème du fédéralisme à deux, c'est qu'il va créer d'autres problèmes dont les gens ne sont pas conscients parce qu'ils n'écoutent pas ce qu'on dit.
Si vous créez un fédéralisme à deux, vous aurez déjà, même à partir du Nozo, et on l'a vu au Grand Dialogue National, M. Limbi Lobete, des gens qui vont vous demander un fédéralisme à 10. Et d'autres qui vont vous demander un fédéralisme à 50. Par contre, si l'État lui-même prend au sérieux le statut spécial, aménagé dans le cadre de l'État unitaire décentralisé, et donne donc la possibilité à nos compatriotes de ces régions d'expérimenter l'autonomie avancée sous cette forme, si c'est efficace, ça peut aider à stabiliser progressivement la situation. Par contre, le dernier point, c'est la population de base. On a parlé tout à l'heure du Grand Nord face à Boko Haram. Tout à fait. Quand Boko Haram est arrivé, les gens hésitaient, ils faisaient une espèce de double jeu. Mais quand ils se sont rendus compte que c'était nocif pour eux, ils ont commencé à appuyer les forces de défense et de sécurité. Et ça a facilité. Bon, bien sûr, c'est un phénomène Transfrontalier. C'est un phénomène durable, c'est-à-dire chronique. Malgré le fait que le Cameroun maîtrise la situation, ça continue à agir. Mais ils ne peuvent pas casser le Cameroun. C'est ce qu'on pourrait faire aussi dans le Nozo. D'accord. Et ça faciliterait enfin donc le travail de développement qui n'a pas encore porté. Il faut maintenant que les actions qui ont été entreprises dans la reconstruction commencent à donner des résultats. Et notamment sur le terrain du développement économique. Malheureusement, les institutions financières internationales ne nous facilitent pas la tâche. On a besoin d'institutions qui lancent la logique de ce qu'une institution comme la CDC a pu faire pendant longtemps dans ces deux régions. Parce qu'elles ont besoin aussi d'un développement à la base. Merci beaucoup. Monsieur, on va écouter très rapidement le professeur Jean